Bonjour à tous et bienvenue à notre série sur la santé. J'espère que vous allez bien. Bonjour Cindy. Bonjour maman. Est-ce que tu vas bien? Ça va bien, merci. Alors et toi? nous allons au mieux de notre forme. Bien sûr que je vais bien grâce au Seigneur. Alors nous allons parler aujourd'hui, nous allons ouvrir un nouvel épisode de cette série ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler de la douceur de la vie. Le mot douceur évoque quelque chose d'agréable à notre esprit, n'est-ce pas? En général, on aime ce qui est doux, car c'est synonyme de bien-être. Le texte biblique, car on parle toujours de la Bible, on se réfère toujours à la parole de Dieu, car Dieu, rappelez-vous, est celui qui a créé le corps, est celui qui nous a donné la vie par son souffle de vie. Alors bien sûr, nous faisons référence à ces paroles dans cette série. Alors le texte biblique que nous allons considérer aujourd'hui se trouve dans Exode 3, le verset 8, où il est dit que « Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, etc. » Alors, par ces paroles, nous comprenons que Dieu désirait pour son peuple ce qu'il y a de meilleur, car il dit le lait et le miel. Il parle de douceur en parlant de miel. Un pays agréable où le peuple se sentirait bien et où il s'épanouirait en le servant. Le texte nous dit bien le lait. Il nous dit aussi le miel, une douce image qui évoque la plénitude et l'abondance. Et lorsque nous pensons à Dieu, nous pensons à ce Dieu de douceur. Nous pensons à ce Dieu qui apporte de la douceur à notre vie. Alors bien sûr, nous aimons ce qui est doux. Bien sûr, nous aimons ce qui apporte de la douceur à notre vie. Voyons une définition du mot douceur dans le dictionnaire. Alors le dictionnaire nous dit que la douceur, c'est la qualité de ce qui est doux, ce qui est agréable au sens, aux yeux, au palais, à la peau, à tout ce qui est sens, ce qui est agréable, ce qui est doux. Alors nous voyons également qu'il prend des exemples dans le dictionnaire, dans cette définition, qui dit « ce sont des choses douces, agréables et de bon goût ». Alors ça y est, on fait intervenir le goût du coup, parce que le goût, le sens, quand on parlait des sens tout à l'heure, on parle aussi du goût, et quand on fait référence à ce qui est doux, on fait référence à la douceur, on voit que tous les sens sont mis en éveil parce que c'est agréable, c'est doux et c'est agréable. Alors, il est dit, par exemple, les friandises, les sucreries, les pâtisseries, voilà, ce sont là les exemples que prennent le dictionnaire pour expliquer le mot doux et le mot douceur. Il est courant de constater que les produits sucrés, tels que le chocolat par exemple, sont consommés et pour apporter un baume apaisant au moral de ceux qui sont tristes ou déprimés. C'est vrai, souvent, en tant que femme, surtout moi la première, en tant que femme, on aime bien prendre, on n'est pas trop bien, on n'a pas trop le moral, allez, on prend un petit carré de chocolat. Ah, c'est doux au palais et ça fait du bien à l'âme. Donc souvent, les produits sucrés viennent apaiser un moral défaillant ou une humeur triste et déprimée. On connaît pour certains ce réflexe de la tablette de chocolat, tout comme moi, que je disais tout à l'heure, pour se consoler d'une mauvaise nouvelle, par exemple, ou pour se donner du courage dans une situation difficile. Alors, ce soulagement passager qu'apportent les produits sucrés est un leurre. Alors oui, bien sûr, il va bien falloir qu'on arrive au point capital de ce que nous voulons vous dire aujourd'hui, parce que la douceur, oui, ce qui est doux est bon, ce qui est doux est agréable au palais, mais c'est aussi un leurre. Alors, ce soulagement, donc c'est un soulagement, on dit bien passager, car il ne dure pas, car il masque les conséquences plus graves et silencieuses que le sucre apporte à notre organisme. Alors bien sûr, douceur de vie, vous avez compris, nous allons vous parler du sucre aujourd'hui. Nous allons parler quels sont les effets du sucre sur notre organisme. Nous assistons à une consommation de plus en plus élevée de sucre dans le monde aujourd'hui. Voilà ce que nous dit l'auteur que nous citons souvent ici, du nom d'Ellen White, qui, elle, a vécu au 19e siècle. Elle nous dit dans ses ouvrages, elle nous dit que le sucre n'est pas bon pour l'estomac, par exemple. Il provoque une fermentation qui obnubile le cerveau et rend l'humeur acariâtre. Alors, nous allons voir tout à l'heure avec Cindy dans la fiche pratique, la fiche technique que Cindy détaille avec nous à travers des questions. Nous allons voir tout à l'heure dans quel cas le sucre est mauvais et pourquoi le sucre est mauvais et qu'est-ce que ça fait à l'estomac et aux autres parties du corps. Alors, il est dit... elle nous dit en continuant qu'on emploie généralement trop de sucre dans l'alimentation.
Je pense que vous le savez, ça. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent. Et je pense que moi, pour en avoir fait les frais, je peux aussi dire que trop souvent, on utilise beaucoup de sucre. Et je vous l'ai dit pourquoi tout à l'heure. Je vous l'ai dit tout à l'heure parce que le sucre, c'est agréable au palais, ça apporte de la douceur, de ce qui est doux, fait du bien quelque part parce qu'on une petite douceur. Souvent, on dit un peu de douceur dans un monde de brut. Alors, quelque part, ça coupe un peu avec la monotonie, avec la grisaille du moment de la vie autour de nous. Et hop, on a tout fait de prendre un petit carré de sucre ou un petit carré de chocolat ou quoi que ce soit de sucré et ça fait du bien. Mais attention, les gâteaux, dit-elle, les pâtisseries, les gelées, les confitures, etc. causent de fréquentes indigestions. Les crèmes composées d'œufs, de lait et de sucre sont particulièrement nuisibles. Est-ce que vous en connaissez une? Vous connaissez une crème où il y a du lait, où il y a du sucre, de la crème, des œufs parfois? J'en connais une crème comme ça. Cela s'appelle la crème glacée. On aime bien la petite crème glacée, la glace qu'on aime bien prendre après le repas. Ou pendant l'été, ça va être l'été bientôt, ça va être bientôt des moments où il fait chaud. On aime à se prendre une petite glace composée de toutes ces petites choses. Et puis plus il fait chaud, plus on aime en prendre d'autres parce que cela désaltère sur le coup, bien sûr. Alors, on a du mal à gérer ce taux de sucre qui s'accumule du coup à l'intérieur. Alors, elle dit qu'on aime bien à se prendre ces petites choses qui sont nuisibles. Elle dit il faut éviter l'usage du lait et du sucre pris ensemble. Alors, nous allons revenir sur cela lorsque nous allons parler du lait, notamment et particulièrement. Je vais le redire de ce que cet auteur dit dans son livre sur la santé qui s'appelle Rayon de santé, qu'elle a écrit, vous savez quand? En 1905. Elle a écrit ce livre-là en disant attention, ne mélangez pas le lait et le sucre car cela est très nuisible, c'est un poison violent, dit-elle. Alors, le sucre, dit-elle, encombre l'organisme et empêche le bon fonctionnement des organes vitaux. Cet auteur donne son témoignage, parce qu'elle a vécu aux États-Unis dans les années 1900, et elle donne son témoignage d'un homme qu'elle a connu, et elle dit « Je me réfère à un cas survenu à Montcalm dans le country du Michigan, donc aux États-Unis. Il s'agissait, dit-elle, d'un homme appartenant à la noblesse, comme on peut dire un duc ou quelqu'un comme ça qui appartenait à la cour du roi, donc quelqu'un de noble. Elle dit qu'il mesurait plus d'1,85 m et était d'une taille mince, donc il était grand et mince. Il était malade, dit-elle, et elle dit que je fus appelée à son chevet. Alors, auparavant, j'avais déjà eu l'occasion de m'entretenir avec lui, dit-elle, au sujet de son mode de vie. Je lui avais dit que ses yeux avaient une apparence déplaisante. Il consommait de grandes quantités de sucre. Je lui avais demandé la raison de cet excès. Il m'avait dit qu'il avait renoncé à la viande et il croyait que rien ne pourrait mieux la remplacer que le sucre. Vous imaginez? Donc voilà, elle dit encore... Il m'arrive souvent de m'asseoir à la table de frères et sœurs, donc elle parlait de personnes proches d'elle, et de voir qu'ils emploient de grandes quantités de lait et de sucre. Cela, dit-elle, encombre l'organisme, irrite les organes digestifs et influe sur le cerveau. Tout ce qui ralentit le fonctionnement des organes affecte directement le cerveau. Rappelez-vous, quand on a parlé du cerveau, on a dit que le cerveau fonctionne avec du glucose. Mais quand il y a un trop plein de sucre, cela cause un dysfonctionnement du cerveau. Et d'après la lumière, dit-elle, qui lui a été donnée, l'usage de beaucoup de sucre fait plus de mal que la viande. Vous vous rendez compte qu'à aujourd'hui, et nous parlerons de la viande aussi bientôt, qu'à aujourd'hui, nous sommes un peu désemparés sur l'usage de la viande. Faut-il en manger, ne faut-il pas en manger, etc. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Et nous voyons les dégâts à travers les maladies et les cancers que pourrait causer la viande et la mauvaise viande et trop d'usage de viande notamment. Elle dit ici qu'un usage trop fréquent du sucre est plus nocif que que la consommation de viande. Elle dit que les changements de régime devraient donc être réalisés avec précaution. Il faut présenter ce sujet de manière à ne pas repousser ceux qu'on veut aider. Donc, si on veut aider quelqu'un et qu'on réalise que cette personne mange trop de sucre, il faut y aller tout doucement. Il faut y aller vraiment très doucement. D'ailleurs, dans tous les domaines de la santé, si vous avez constaté qu'une personne fait quelque chose qui n'est pas bonne pour elle, il faut y aller, notamment dans le domaine de l'alimentation, il faut y aller très doucement et petit à petit donner les conseils
des conseils adaptés, des bons conseils adaptés à cette personne. Alors, comme vous l'avez compris, nous allons voir ensemble les méfaits de la consommation excessive de sucre. Encore une fois, attention, le corps a besoin de sucre pour vivre. Nous avons vu que le cerveau fonctionne au glucose, que le corps a besoin de glucose pour vivre. Mais nous venons de le voir également à travers ce support que nous avons pris de cette personne qui parle de la santé et que nous croyons également, parce que pour l'avoir nous-mêmes expérimenté, nous savons que le sucre, un usage excessif de sucre est néfaste pour la santé. Alors aujourd'hui, nous allons ouvrir la partie pratique, la fiche pratique à travers des questions. J'aime bien les questions. Les questions nous parlent directement, parce que les questions sont des choses que nous rencontrons tous les jours, dans la vie de tous les jours, et nous nous posons certaines questions. Donc, tout en cheminant comme ça à travers les questions, rappelez-vous, nous avons dit, nous ramassons des petits cailloux tout sur ce chemin de la connaissance, ce chemin de l'information, et chaque petit caillou, c'est quelque chose de plus que nous découvrons. Chaque petit caillou, c'est un apport supplémentaire de connaissances, un apport supplémentaire d'informations dont nous avons besoin pour mettre ensemble dans le petit puzzle comme ça et pour équilibrer non seulement notre alimentation, mais notre hygiène de vie, ce qui nous donnera non seulement une bonne santé, mais nous aidera à maintenir cette santé en bonne forme. Alors Cindy, rebonjour Cindy. Bonjour maman. Nous savons tous ce qu'est le sucre, nous connaissons le sucre. Que peut-il nous dire de ses composants? Quel est le sucre exactement? Alors, le dictionnaire définit le sucre comme un produit alimentaire cristallisé. Il peut être blanc ou roux et de saveur douce, comme on l'a dit tout à l'heure. Douceur de vie. Douceur de vie, exactement. On l'extrait de la canne à sucre ou bien de la betterave sucrière. C'est un corps ayant une constitution chimique qui est proche de la saccharose. C'est ce que nous dit le dictionnaire Larousse, pour ne citer que lui. Toutefois, d'autres composés de la même famille que les saccharides ont également une saveur douce. On retrouve le glucose, le fructose, qui sont de plus en plus utilisés dans l'industrie agroalimentaire et dans d'autres secteurs également. Donc, sur un étiquetage nutritionnel, les termes sucre désignent tous les glucides ayant un pouvoir sucrant. Donc, essentiellement le fructose, la saccharose, le glucose, le maltose et le lactose. Donc, outre le miel et les fruits comme la pomme qui servent de compléments glucidiques, qui ont servi depuis la haute antiquité, certains végétaux contiennent aussi des quantités importantes de sucre et sont utilisés comme matière première, d'où on extrait ces sucres. Donc on retrouve souvent aujourd'hui le sirop d'agave. Oui, bien connu le sirop d'agave. Donc l'agave, c'est comme un cactus, c'est un arbuste américain dont on extrait donc ce sirop qu'on appelle le sirop d'agave. Il y a également la betterave sucrière dont on a parlé, la canne à sucre, le cocotier, le sucre de coco, etc., la fleur de coco. On a l'érable qui nous donne également du sucre et du sirop d'érable. Nous avons également le palmier dattier, donc qui nous donne également du sucre et du sirop qui proviennent de la sève. D'accord, donc le sucre ou du sirop de date aussi, qui là, par contre, proviennent du fruit. Voilà. De la date. De la date, voilà, le fruit à date. Il y a les palmiers à sucre, comme le cocotier du Chili, qui donne également du sirop de palmier, et bien sûr aussi les plantes à fleurs dont les abeilles transforment le nectar en miel. Voilà. Donc toutes ces sortes de sucres existent. Il y a également le sorgho, avec lequel on fabrique donc le sirop de sorgho, qui est proche donc du sirop de glucose que l'on extrait donc à partir du maïs. Voilà. Sans parler de la courge sucrière, etc. Donc tous ces éléments, différents légumes, si j'ai envie de dire, ou différents arbustes ou plantes, peuvent produire et peuvent fournir du sucre. Donc il y a beaucoup de sources de sucre. Il y a différentes sources de sucre, et beaucoup, oui. Donc nous voyons donc que ce qu'on appelle sucre peut avoir différentes origines. Parfois on voit marqué sucre, mais on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas quel type de sucre, à quel type de sucre on a affaire. Donc à quoi sert le sucre? Ben, je te pose la question, à quoi sert le sucre? Ça sert le sucre. Le glucose, qui est le sucre que le sang véhicule vers chacune de nos cellules et de notre corps, c'est l'aliment privilégié et même exclusif de certains tissus, dont on l'a déjà dit, surtout le cerveau. Notre cerveau aime énormément le glucose, il s'en sert beaucoup. En effet, le cerveau ne peut utiliser aucune autre source d'énergie que le glucose. En son absence, il cesse immédiatement de fonctionner normalement et il se détériore rapidement. Si la carence en glucose est prolongée, les dommages deviennent irréversibles. Et si elle est profonde et n'est pas corrigée en urgence, c'est le coma et la mort qui suivent. À ce point-là. À ce point-là. Donc le cerveau est vraiment dépendant du glucose. Je n'ai pas dit du sucre. Cette forme de sucre qui est le glucose. Exactement.
Donc, il faut être prudent avec cette déclaration qui est correcte, mais qui parle du glucose. Le glucose est nécessaire à notre cerveau et non pas la saccharose, qui est le sucre que nous consommons le plus souvent. La quantité quotidienne de glucose nécessaire à l'homme est d'environ 25 grammes par jour. Or, la consommation moyenne pour les pays industrialisés est entre 90 grammes et 100 grammes par jour. 4 fois plus. Oui, c'est ça. 4 fois plus. On consomme 4 fois plus de sucre qu'on a besoin. Quotidiennement. Tous les jours. Alors, bien sûr, hein, je suis choquée, je ne sais plus quoi dire, à part la bouche ouverte, je ne sais pas quoi dire. Vous vous imaginez, nous consommons 4 fois plus de sucre qu'on ne devrait consommer par jour. Waouh, cela est énorme. Alors, bien sûr, ça me fait poser des questions, Cindy. Hein. Le sucre est donc bon pour la santé quelque part, puisque tu as dit une forme de sucre qui est le glucose, le cerveau dépend de cela. Alors, sous quelle forme doit-on l'utiliser? Alors, comme on l'a dit, il existe plusieurs formes de sucre, mais toutes ces formes de sucre seront par la suite transformées en glucose par notre corps. C'est-à-dire que l'on prenne du fructose, de la saccharose, etc., tout cela va se transformer en glucose finalement, parce que c'est cette forme-là que notre corps arrive à synthétiser. Ce qui fait la différence entre toutes ces formes de sucre, c'est leur pouvoir sucrant, leur assimilation par l'organisme et surtout leur apport en autres vitamines ou minéraux. Ainsi donc, on va privilégier les apports en sucre complexes, tels que le sucre brun, les céréales complètes, on l'a déjà dit, le riz, le blé, l'avoine, l'orge, etc., plutôt que les sucres blancs qui sont, eux, raffinés et qui donc ont perdu toutes leurs vitamines et tous leurs minéraux, et du coup, ils n'apportent rien d'autre au corps que du glucose. Donc le glucose est et a toujours été fabriqué par le corps humain à partir principalement des glucides qui sont contenus dans les céréales, le riz, les pommes de terre et autres féculents, mais également, et ça c'est moins connu, des protéines quand c'est nécessaire ou bien même des lipides. C'est-à-dire que quand notre corps, si par exemple on rentre dans une période sans sucre par exemple, et que notre cerveau, on a dit, a besoin de glucose, qu'il va faire si on ne lui donne pas de sucre? Il va transformer ce qu'on lui donne en sucre. Il va transformer les protéines en sucre, il va transformer la graisse en sucre parce qu'il lui faut du sucre quoi qu'il arrive. Donc il va transformer toutes ces choses-là en sucre. Donc quand on lui apporte du sucre dans les céréales, dans tout ce qu'on mange, il prend ça, mais s'il a besoin d'autres, il va également piocher un peu partout pour en fabriquer. Le sucre, donc la saccharose ou le fructose, n'étant qu'une parmi les multiples sources possibles de glucose dans l'organisme. Donc quand nous ajoutons sucre complexe plus sucre rapide dans notre consommation quotidienne, on peut très très vite tomber dans l'excès. Alors ça m'a l'air très technique tout ça, hein. Ça m'a l'air vraiment très, très théorique et très technique. Je vais me poser encore une question, Cindy. Quels sont les risques d'une consommation excessive de sucre? Parce que c'est ce qu'on est en train de dire là aujourd'hui. Nous sommes en train de dire que la consommation excessive de sucre est nuisible pour la santé. Oui. Quels sont ces risques-là? Le glucose est fourni par l'alimentation. Tous les aliments peuvent être transformés en glucose, on l'a dit. Tout ce qu'on ingurgite, tout ce qu'on mange peut être transformé en glucose. Le grand problème réside dans la trop grande rapidité de transformation de certains aliments en glucose et la consommation excessive et inutile de sucre rapide et d'aliments trop raffinés. Ça va créer un excès et le corps ne va pas savoir comment le gérer. Pour que les activités de notre organisme et en particulier celles du cerveau soient régulières et qu'il n'y ait pas de faiblesse, il doit avoir un taux de glucose dans le sang constant et ça doit rester proche de 1 gramme de glucose donc par litre de sang. Les limites qui sont tolérées sont au minimum donc 0,8 g de glucose dans le sang et au maximum 1,2 g par litre de sang. Si on consomme trop de sucre ou trop d'aliments qui sont rapidement transformables en glucose, ou si l'organisme de la personne est trop sensibilisé au sucre, le taux de glucose dans le sang va s'élever trop rapidement. Et donc, du coup, le mécanisme de régulation va se mettre en route. Le cerveau envoie alors un message vers le pancréas qui, lui, va produire l'insuline. L'insuline, c'est quoi? C'est une hormone de notre corps dont le rôle, la fonction de l'insuline, c'est de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Donc, quand on ingurgite trop de sucre, le cerveau va dire « Oula, il y a trop de sucre ». Il va appeler le pancréas et dire au pancréas « On a besoin d'insuline pour réduire ce sucre-là ». Et là, le pancréas va se mettre à sécréter de l'insuline pour pouvoir faire baisser donc, le taux de sucre dans le sang car c'est dangereux. Donc, l'excès de sucre est alors emmagasiné dans le foie et dans les muscles sous forme de glycogène. Et le surplus
eh bien, il est transformé en graisse. En graisse, malheureusement. Et on grossit. Et on grossit, on se dit, ah, c'est bizarre, je grossis. En clair, une surconsommation de sucre pousse l'organisme à trouver un moyen de pouvoir le gérer. Il va donc le stocker dans le foie et dans les muscles pour une partie, puis le reste ira se loger sous forme de graisse sous notre peau. Cela est bon, me direz-vous, comme ça, on a une réserve d'énergie en cas de besoin. Eh bien, nous voyons que quand le corps a besoin d'énergie, le cerveau nous envoie un message. Quel est alors notre réflexe? Et là, on va manger du sucre. Eh ben voilà, il me faut du sucre. Il faut du sucre. Exactement. Alors nous allons rajouter du sucre à celui qui est déjà présent dans notre corps. Mais si par exemple il nous est impossible de manger sur le moment, notre corps lui-même ira puiser dans ses réserves situées dans le foie et dans les muscles et très rarement dans la graisse, ce qui entraîne une perte de force physique. Et c'est très important de préciser parce que quand le corps ne peut pas obtenir de sucre très rapidement, il va chercher le sucre là où il est. Et les premiers endroits où il va chercher le sucre, c'est dans les muscles et dans le foie. Pas dans la graisse, pas dans le petit bidonneau qu'on s'est construit, mais dans les muscles. Et du coup, on se sent faible, on n'a plus d'énergie, on n'arrive plus à rien faire parce que justement, on a créé ce déséquilibre. Et la graisse, elle est toujours là, elle ne part pas. La graisse, elle est pas. Il va finir par aller chercher dans la graisse si vraiment on lui donne rien, mais c'est pas sa première source. Oui, mais ça, c'est si on reste 3 jours, 4 jours, une semaine sans manger, là, elle va finir par forcément puiser un peu dans les graisses. Mais en général, quand on a faim ce matin, on n'a pas le temps de manger, on va manger ce soir. Exact. Voilà, c'est ça. Donc, mais s'il n'y a pas assez de réserves alimentaires en sucre lent pour approvisionner de façon régulière l'organisme, le taux de glucose sanguin va rapidement diminuer et là, il va passer en dessous des 0,8 g dont on a parlé tout à l'heure. Le cerveau alors envoie un autre ordre pour faire sécréter de l'adrénaline qui va faire relâcher en premier lieu le sucre emmagasiné dans le foie, puis celui emmagasiné dans les muscles. Donc c'est la même chose. Quand on tombe en dessous, quand on tombe en excès, le cerveau fait appel au pancréas pour qu'il puisse réduire. Quand on tombe en dessous du niveau, alors le cerveau va faire appel à l'adrénaline pour pouvoir justement aller chercher ce sucre qui est stocké un peu partout. L'énergie musculaire va alors rapidement baisser. Le taux de sucre dans le sang chute brutalement et très rapidement, la personne va tomber dans ce qu'on appelle et qu'on entend souvent l'hypoglycémie. Et elle aura un irrésistible besoin de consommer du sucre. Si à ce moment-là, la personne cède à cette tentation sans modifier profondément ses habitudes alimentaires, elle entre dans l'enfer de l'hypoglycémie chronique, avec toutes les conséquences désastreuses à long terme pour sa santé physique et sa santé morale. Les consommations excessives de sucre est une des causes de nombreuses maladies, comme l'obésité par exemple, le diabète, les virus et autres grippes. Il faut savoir que le sucre, ça réduit nos défenses immunitaires. Nous qui sommes souvent malades pendant l'hiver, on ne comprend pas pourquoi on a déjà eu la grippe 3-4 fois et ça revient encore. La réponse est peut-être dans notre consommation de sucre. Les caries dentaires, l'hypoglycémie, l'alcoolisme, l'hyperactivité et bien d'autres maladies. Oh là, alors ça c'est sérieux. C'est sérieux, c'est très sérieux. Alors pourquoi aime-t-on autant des choses sucrées? Eh bien, parce que c'est doux. C'est la douceur de vie. Hein, parce que c'est doux, exactement. Qui n'aime pas ce qui est doux? Le glucose a cette capacité de nous faire nous sentir bien. Et c'est physiologique. Hein. Les produits sucrés, mais plus précisément le glucose, induit un certain nombre de réactions dans notre corps, des réactions physiologiques. Donc, bien sûr, il y aura la sécrétion d'insuline, comme on a dit, et dans certaines circonstances, le glucose peut aussi avoir un impact sur la concentration de ce qu'on appelle le tryptophane au niveau du cerveau. C'est un acide, alors c'est un peu technique tout ça, oui. Mais c'est un acide aminé qui va lui-même provoquer donc la sécrétion de la sérotonine et c'est comme une drogue en fait, une drogue naturelle que l'on possède en nous et qui nous fait nous sentir bien. Donc quand on mange du sucre, quand on ingère du glucose, le glucose va faire appel à cet acide aminé et cela va créer une sensation de bien-être tout d'un coup. Voilà pourquoi on aime ce qui est doux. Nous disons que les aliments sucrés sont souvent satisfaisants, permettant de matérialiser une certaine décontraction. Mais pour se remettre d'une journée difficile, les produits sucrés apportent tout de suite de l'énergie, ce qui permet de combattre tout de suite la déprime passagère qui est due, elle, à l'hypoglycémie provoquée par le stress ou bien la fatigue. Nous voyons que ces produits sucrés agissent comme une sorte de drogue légale du bien-être que nous consommons à loisir quand cela ne va pas. Et le mot drogue paraît fort, mais il est tout à fait justifié. En 1980, le docteur Abraham Hofer affirme que le sucre produit une assuétude aussi grave que n'importe quelle autre drogue, une dépendance aussi grave que n'importe quelle autre drogue.
La seule différence entre la dépendance envers l'héroïne et la dépendance envers le sucre est que le sucre n'a pas besoin d'être injecté. Il peut être consommé immédiatement parce qu'il est disponible et il n'est pas considéré comme une plaie sociale. Cependant, la puissance de la dépendance au sucre est aussi forte que la dépendance à l'héroïne. C'est une citation d'un docteur et elle est très grave, mais elle est très réelle. Et ça nous montre l'importance de la dépendance au sucre. Et ça nous montre que le sucre non seulement va créer ce déséquilibre dans le corps, mais il crée également une accoutumance. Et plus on en mange, et plus on a envie d'en manger. Et comme on s'est senti bien la première fois, alors on veut reprendre une deuxième fois. Et c'est exactement le comportement de quelqu'un qui est drogué. Alors, de même qu'il y a des lois contre la drogue, etc., peut-être qu'on pourrait en faire quelques lois contre une consommation excessive de sucre. Et ce serait bien. Et il y en a déjà, il y a certaines lois qui disent d'éviter de manger trop de sucre, mais ce serait bien d'être précis dans les quantités. Le docteur Hofer conclut que la dépendance au sucre cause des symptômes typiques aussi graves que ceux qui accompagnent le sevrage de n'importe quelle autre drogue. Il est, à la lumière de cette déclaration d'un médecin habitué aux désintoxications, facile de comprendre pourquoi, quand on parle du sucre, la majorité des gens réagissent avec violence et agressivité. Ne touchez pas à mon sucre. Touchez pas à mon sucre, touchez pas à mon carré de chocolat, touchez pas à mon bonbon, touchez pas à ma glace, comme tu as dit tout à l'heure, les crèmes glacées, touchez pas à mon gâteau, touchez pas à mon sucre. Ils se sentent douloureusement menacés dans leur toxicomanie puissante. Alors, en tant que personnes qui veulent faire la volonté de Dieu en tant que chrétiens ou autres personnes qui veulent suivre le Seigneur Jésus et l'Éternel, ce qu'il a dit dans sa parole, l'Éternel Dieu, dans sa parole, nous a donné aussi ses conseils concernant le sucre. C'est important de le savoir. Oui, Car il n'y a pas un domaine où notre Père ne nous avertit. Nous lisons dans les Proverbes, le livre des Proverbes au chapitre 25 et au verset 27, « Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel. » Ou au verset 16, « Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. » Nous voyons que Dieu même, qui a conduit son peuple dans un pays où coule le lait et le miel, nous conseille d'en jouir avec tempérance et nous met en garde contre les dangers d'une consommation excessive. Très bien. Alors, la difficulté dans une réforme, c'est de savoir remplacer les choses qu'on abandonne. As-tu des conseils pratiques sur comment remplacer le sucre? Eh bien, oui. Intéressante comme question. Intéressante, car en faisant ces recherches, je suis tombée sur cette déclaration. Il est dit, je cite, « Par quoi remplacer le sucre ?» Et la réponse donnée, c'était « Par rien ». Et il nous a dit ce qui suit. Il est totalement inutile d'essayer à tout prix de remplacer le sucre. Il faut au contraire se débarrasser de l'habitude du goût sucré. C'est une dépendance, c'est un goût perverti et l'un des premiers objectifs de la personne qui est sujette à l'hypoglycémie sera de se libérer de cette dépendance. Quand on parle d'hypoglycémie, on pense souvent à une personne qui ne mange pas de sucre du tout ou bien qui du coup se retrouverait en déficit. Mais on constate que l'on peut être un grand consommateur de sucre et tomber régulièrement en hypoglycémie, c'est-à-dire d'avoir un taux de sucre trop bas dans le sang. Car le sucre rapide, emmagasiné, il est vite consommé et l'organisme se retrouve donc en manque. Il fait alors appel pour des doses de sucre supplémentaires. Nous avons encore une citation d'un docteur. En 1970, le docteur John Yudkin déclare sans ménagement « Premièrement, il n'y a aucun besoin physiologique pour le sucre. Tous les besoins de la nutrition humaine peuvent être complètement comblés sans avoir à prendre une seule cuillerée à thé de sucre blanc, de sucre brun ou de sucre brut, tel quel dans les aliments ou dans les boissons. Supprimez également tous les hydrates de carbone raffinés, sucre blanc et brun, farine blanche, pain blanc, gâteau, riz blanc, etc. Et les remplacer par des hydrates de carbone, donc du sucre complexe, comme le riz complet, le millet, l'orge, l'avoine, le seigle, le quinoa. Consommer des aliments riches en fibres, comme des céréales complètes, des lentilles, des haricots, des légumes, des graines et des noix. Toutes ces choses-là sont du bon sucre, en tout cas pour l'organisme. Alors, tout à fait bien. Cela me permet de rebondir et renchérir dessus. Je suis une rescapée du sucre. Alors, je voudrais, autant que cela soit possible, pouvoir aider quelqu'un et dire à quelqu'un c'est possible d'abandonner totalement le sucre sans en dépérir. J'étais accoutumée au sucre, j'étais dépendante du sucre et j'ai parlé de la crème glacée tout à l'heure. La crème glacée, la glace comme on aime bien, la petite glace à la vanille ou à la noix de coco, etc. On les connaît bien. J'étais, on va dire entre guillemets, addict à ce genre de choses, au gâteau, au chocolat, aux choses sucrées. Cela m'a procuré, bien sûr, la conséquence directe, la maladie, le diabète. Aujourd'hui, je me tiens devant vous sans diabète.
Il est possible de rejeter le sucre sans pour cela tomber en défaillance ou quoi que ce soit. Alors attention les diabétiques, il y a une façon de faire les choses si vous êtes déjà diabétique, une façon de faire les choses pas à pas pour ne pas vous mettre en difficulté, ne pas agir trop vite. Voyez avec votre médecin, etc. Prenez le temps d'établir une réforme. Par contre, pour toutes les autres personnes qui aiment le sucre, je dis haut et fort, il est possible de laisser tomber le sucre. Et Cindy a dit tout à l'heure, il faut se défaire d'une habitude ancrée depuis trop longtemps. Et par quoi remplacer le sucre? Comme elle dit, par rien. Par rien du tout, il faut enlever le goût du sucre dans sa bouche. C'est exactement comme on pourrait faire le procédé de la désintoxication d'un toxicomane ou de quelqu'un qui s'adonne à la boisson ou quoi que ce soit. Petit à petit, il faut réclamer. Alors, vous vous rappelez, j'avais parlé du Dieu créateur, celui qui a créé ce corps, et je l'avais comparé petitement à un concessionnaire, parce que le concessionnaire sait comment il a fait sa voiture, comment il l'a construit. Dieu sait comment il a formé ce corps. Lui seul peut vous aider à avoir la force de dire non. Et si mon témoignage peut aider quelqu'un, je me suis mise à dialoguer avec ce Dieu créateur qui a créé mon corps en lui disant, voilà, je n'arrive pas à laisser tomber le sucre. Le goût est dans ma bouche et chaque fois que j'ai envie, il faut que je mange du sucre. Je suis déjà diabétique. Je vais aller à la mort si je n'arrête pas le sucre. Et je lui ai dit, si je ne peux pas manger du sucre, alors j'aime autant ne rien manger du tout. Et il m'a dit, attention mon enfant, je vais venir avec toi et je vais le faire. Et je dis, voilà ce que je réclame. N'hésitez pas, chers amis, à réclamer à ce Dieu créateur, à lui réclamer au nom de son Fils. Il a donné Jésus-Christ pour ça. Réclamez-lui au nom de Jésus-Christ de vous enlever le goût du sucre dans la bouche. Il va le faire, il l'a fait pour moi. Je lui ai demandé de me donner une aversion pour le goût sucré, une aversion pour le sucre. Et au lieu de l'amour que j'avais dans mon cœur pour le sucre, j'ai commencé à détester le sucre. Et le goût sucré m'était quelque chose d'intolérable. Et chaque fois que j'avais l'opportunité, à travers quelqu'un d'autre, parce que j'avais fait ma réforme, de me dire, tiens, tu peux goûter ça. L'odeur seulement que j'approchais de mon nez, un carré de chocolat ou quoi que ce soit, je disais, oh non, j'en veux pas parce que mon corps le refusait alors qu'il le voulait. Donc, vous voyez que c'est important. Vous voyez que c'est possible surtout. Alors, ne vous découragez pas. Cela est possible. Demandez au Dieu créateur de vous donner une aversion pour le sucre. Demandez-lui de faire que vous n'aimiez plus ça parce que vous l'aimez et que vous êtes addict, vous êtes attaché à ça. Demandez-lui de vous en détacher. Par contre, soyez sérieux avec lui. Lorsqu'il vous a détaché, ne retombez pas dedans. Continuez votre chemin. Gardez cette force qu'il vous a donnée. Marchez avec votre main dans la sienne. Ne lâchez pas sa main. Si vous lâchez sa main, ne serait-ce qu'une petite seconde, vous allez retomber dans le sucre. Comme toute autre addiction de toute façon, toute autre accoutumance, si vous faites un faux pas, vous risquez de retomber dedans. Dites-lui, voilà, je veux une vie sans sucre. Alors attention, nous allons parler dans le détail tout à l'heure dans un prochain volet de quelles sont les choses qu'on pourrait manger et qui font du bien. La douceur de vie, c'est bien, qui font du bien à notre âme, à nos corps, à notre morale, à tout ça, sans pour cela que ce soit du sucre, parce que le sucre est mauvais pour la santé. Alors, je vous encourage à cela. Alors, Cindy, ma dernière question sera, quelles combinaisons sont dangereuses avec le sucre? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut ajouter au sucre? Ne pas mettre dans le sucre, etc. Qu'est-ce qui ajouter au sucre pourrait être encore plus néfaste à la santé? Bonne question. Et dans ce domaine, nous avons les écrits donc, de Ellen White, dont nous avons déjà mentionné, qui nous dit, qui parle de ce sujet, donc les combinaisons avec le sucre. Il nous a dit, donc, nous avons toujours employé, dit-elle, elle donne son exemple, elle dit qu'elle a toujours employé un peu de lait et un peu de sucre. Et elle n'a jamais critiqué cela, ni dans ses écrits, ni dans ses sermons, ses prédications. Mais elle pense qu'un jour, et elle dit, écoutez bien ce qu'elle dit en 1873, elle dit, nous pensons que le bétail deviendra un jour tellement malade que nous devrons nous passer de ces choses. Mais le temps n'est pas encore venu d'écarter complètement de nos tables le lait et le sucre. Elle disait ça en 1873. Elle disait qu'un jour, il y aura des maladies telles dans le bétail que nous serons obligés de nous passer de lait et de sucre. Alors je vous pose la question, est-ce que ce temps est venu aujourd'hui? Je pense que les animaux sont malades, oui. Pouvons-nous dire qu'aujourd'hui les bêtes sont malades? Les bêtes sont malades et le lait, par conséquent, c'est malade. Exactement, donc c'est une chose qui est accomplie. Elle nous parle également du lait et du sucre. Elle dit quelques mots concernant le lait et le sucre. Elle dit qu'elle connaît des gens qui sont effrayés par une réforme de l'alimentation et ils ne veulent pas entendre parler de cela parce qu'ils recommandent d'utiliser librement de ces aliments. Les changements de régime doivent se faire avec le plus grand soin
avec sagesse et précaution. Et il est dit, il nous faut suivre une ligne de conduite qui apparaît sensée à ceux qui nous entourent. De grandes quantités de lait et de sucre consommés ensemble sont nuisibles. Ils introduisent des impuretés dans l'organisme. Les animaux qui fournissent le lait ne sont pas toujours sains. Ils peuvent tomber malades. Une vache peut paraître en santé le matin et mourir avant la nuit. Elle était donc malade le matin au moment de la traite, mais on ne le savait pas. Toute la création animale est soumise à la maladie. Ainsi, les aliments carnés peuvent être atteints aussi. Si nous étions certains que les animaux sont en santé, elle recommanderait donc plutôt de manger de la viande que de consommer de grandes quantités de lait et de sucre. C'est la deuxième fois qu'on l'entend aujourd'hui. Ce serait moins nuisible, dit-elle. Le sucre encombre l'organisme et empêche le bon fonctionnement des organes vitaux. Elle dit qu'il lui arrive souvent de s'asseoir à table avec certaines personnes et de voir qu'ils emploient de grandes quantités de lait et de sucre. Cela encombre l'organisme, irrite les organes digestifs et influe sur le cerveau. Certaines personnes ajoutent du lait et beaucoup de sucre au bouilli de maïs. Parfois, on voit des gens qui font des crèmes, des bouillis de maïs, en s'imaginant qu'elles se conforment ainsi à la réforme donc alimentaire ou sanitaire. Or, le lait et le sucre pris ensemble provoquent de la fermentation et de ce fait, ils deviennent nocifs. Les crèmes composées d'œufs, de lait et de sucre, on l'a déjà dit, sont nuisibles particulièrement. Il faut éviter l'usage du lait et du sucre pris ensemble. Donc, dans toutes ces citations, nous voyons donc que le lait et le sucre pris ensemble sont nocifs pour notre organisme car ils produisent donc une fermentation, irritent les organes digestifs et influent sur notre cerveau. Mais que nous disent donc les recherches d'aujourd'hui? Ça, c'était les conseils d'Ellen White au 19e siècle. Mais aujourd'hui, que nous disent donc les recherches aujourd'hui? Quels sont les signes d'une mauvaise combinaison alimentaire? Comment on peut reconnaître qu'il y a une mauvaise combinaison? Eh bien, des troubles digestifs, des allergies, de l'acidité, des ballonnements, une digestion difficile, de la constipation, un poids excessif. Il nous est dit aujourd'hui que sucre et protéines, manger des sucres et des protéines à des repas séparés est préférable. Les sucres ne sont digérés ni dans la bouche, ni dans l'estomac, mais ils sont digérés dans l'intestin. Pris tout seul, il reste peu de temps dans l'estomac et il passe directement, rapidement dans l'intestin. Donc, quand on mange quelque chose avec le sucre va stagner dans notre estomac parce que normalement, lui, il attend son tour pour pouvoir aller dans l'intestin. Et pendant qu'il attend son tour, eh bien, il fermente et il crée de l'irritation pour notre estomac. Nous voyons également que manger amidon et sucre à des repas séparés est préférable. Alors, quand on dit amidon, on parle de céréales. Amidon, c'est tout ce qu'il y a dans le riz, etc. En effet, la digestion de l'amidon commence normalement dans la bouche. Elle se continue dans l'estomac si les conditions donc sont favorables. Or, les sucres ne se digèrent qu'au niveau de l'intestin grêle. Consommés tout seul, ils passent rapidement, comme on l'a dit, directement de l'estomac, à l'intestin. Mais pris avec d'autres aliments, ils restent quelque temps dans l'estomac, attendant la digestion de ces aliments. Comme ils ont tendance à fermenter très vite, eh bien, vu la chaleur et l'humidité qui se trouvent dans notre estomac, il y a un risque de fermentation acide. Donc, le lait, on parle également du lait. Le lait ne semble correspondre à aucun besoin naturel de l'homme. En raison des protéines et de la matière grasse, la crème qu'il contient, le lait ne parvient pas à se combiner avec aucun aliment. Toutefois, en présence de fruits acides, la digestion n'est pas entravée. Lorsqu'il pénètre dans l'estomac, le lait se coagule en grumeaux qui tendent à enrober les particules des autres aliments, s'y trouvant, qui sont déjà là, et cela isole le suc gastrique, ce qui empêche la digestion jusqu'à ce que le caillé lui-même soit digéré. Donc, il est préférable donc de prendre du lait tout seul ou de ne pas en consommer du tout. Alors, quand on parle de lait ici, on parle de lait de vache. Il faut préciser, on ne parle pas de lait d'amande, lait de soja, on ne parle pas de lait végétaux, à partir de végétaux. De lait animal. On parle de lait animal, on parle de lait de vache. Donc, du lait animal, de vache ou de chèvre, etc. et du sucre combinés ensemble, ce n'est pas conseillé du tout. Par contre, le lait végétal, oui, si on prend du lait végétal comme du lait de soja, du lait d'amande, du lait de riz, etc. C'est différent, ça ne fait pas la même coagulation. Donc les repas, les desserts, attention, les desserts qui arrivent toujours en fin de repas viennent surcharger l'estomac en se combinant très difficilement avec les types d'aliments. Et souvent, les desserts ne sont pas salés. Les desserts, en général, c'est sucré. Voilà, donc. Et du coup, on a déjà bien mangé et on vient rajouter cette petite partie de sucre au-dessus de tout ce qu'on vient de manger et ça va causer des déséquilibres dans l'estomac. Nous voyons donc que ce que la sœur White, Ellen White a révélé et ce que la parole de Dieu nous a révélé également et ce que la science nous révèle se confirme et nous montre que certaines combinaisons sont nuisibles pour la santé. Donc, en tout, demandons à Dieu sa sagesse afin de savoir
quel est le chemin qu'il veut par quel chemin il veut nous faire passer et là où il veut nous mener. Parce que ça, ce sont mes recherches, ce sont nos recherches. À vous de faire vos recherches pour savoir quelle est la direction de Dieu que Dieu veut prendre pour votre vie. Par contre, une fois qu'il vous l'aura montré, marchez-y parce que c'est votre bien, c'est pour votre bien, c'est pour votre santé et le meilleur pour vous. Donc, il veut nous donner une meilleure santé et une meilleure qu'on puisse être au service et faire de même pour quelqu'un d'autre, aller aider quelqu'un. Il nous dit dans sa parole, dans Jean 10, verset 10, qu'il veut nous donner la vie en abondance. Acceptons cette vie en abondance et prenons-la, prenons Dieu au mot. Donc, qui nous aide à faire cette réforme. Alors très bien, on t'entend bien là-dessus, Cindy, aujourd'hui. Par contre, cela me permet de poser quelques petites questions complémentaires par rapport à cela. Nous savons que le sucre procure l'énergie. Le corps, le sucre fait un apport d'énergie. Que le cerveau fonctionne au glucose, donc qui est une partie du sucre, enfin une forme de sucre. Et nous savons également que dans tous les aliments, il y a du sucre, que ce soit dans les végétaux, et dans les fruits, dans les légumes, etc. Et dans les céréales notamment, il y a ce qu'on appelle le sucre lent, on en a parlé tout à l'heure, le sucre lent. Oui. Alors là, aujourd'hui, on dit, attention, ne consommez pas trop de sucre rapide, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Oui. Ça nous permet de synthétiser un peu et de résumer un peu. Cela dit, il y a une forme de sucre qu'on peut manger. Alors attention, quand je dis sucre, je ne parle pas de sucre rapide et d'aliments préparés, comme on a parlé des desserts tout à l'heure, de crème et de combinaison avec du lait, etc. Ni de sucre rapide, de sucre blanc, etc. Nous parlons des sucres qui sont naturellement présents dans les aliments naturels que Dieu lui-même a créés. Et donc les fruits. Alors, quand j'ai donné mon témoignage tout à l'heure, j'ai parlé de sucre, de consommation de dessert, consommation de sucre. Et cette version-là, et particulièrement, j'ai un nom pour vous, la saccharose. J'ai demandé au Seigneur d'enlever le goût de la saccharose de ma bouche. Cela dit, que vous soyez diabétique ou pas, que vous ayez un régime normal ou pas, il est tout à fait normal et possible de manger des fruits et des légumes. Nous allons ouvrir le volet sur les fruits et les légumes bientôt. Il faut manger des fruits et des légumes en proportion normale et naturelle, ce dont le corps a besoin pour rechercher votre apport de sucre. Il y a parfois des pensées ou des paroles qui circulent qui disent que les diabétiques n'ont pas le droit aux fruits. Cela est faux. J'ai été diabétique et c'est les fruits, c'est là où le seul endroit où je pouvais prendre le sucre dont j'avais besoin, c'était de manière naturelle dans les fruits et les légumes. Alors que peut-on dire, c'est dit, de ce sucre-là qui se trouve dans les fruits? Alors, le sucre qu'on trouve dans les fruits s'appelle le fructose. C'est un sucre naturel, non, parce qu'il est trouvé dans les fruits naturellement. C'est un sucre qui est facilement assimilable donc, par le corps, qui pareil, va le transformer en glucose, quoi qu'il arrive, mais c'est un bon sucre pour le corps. C'est un sucre que notre corps n'a pas de difficulté à gérer à partir du moment où on n'en fait pas excès. Parce que c'est pas parce que c'est des fruits qu'on a le droit d'en manger 3 tonnes. Exactement. Ça, c'est une chose. Ensuite, pour les diabétiques, il faut savoir que certains fruits, effectivement, sont très très forts en fructose. Savoir le raisin, savoir la cerise, je crois, etc. Ce sont des fruits très très sucrés, ayant un pouvoir glycémique fort, c'est-à-dire qu'ils font monter le taux de sucre dans le sang très rapidement. Par contre, il existe aussi d'autres fruits qui sont sucrés au goût, mais dont la composition fait qu'ils ne vont pas augmenter le taux de sucre dans le sang. Et la mangue est un fruit, le fruit par excellence pour les diabétiques parce que c'est un fruit sucré au goût, mais il ne va pas faire monter le taux de sucre dans le sang. Donc faites vos recherches, il existe encore d'autres fruits. Et c'est le meilleur des sucres à prendre, c'est dans les fruits. Le meilleur des sucres à prendre, c'est dans les fruits. Les fruits pour avoir le goût sucré, je veux dire. Parce qu'il y a également tout ce qui est sucre complexe, sucre lent, comme on a parlé, donc le riz, le millet, tout ce qui est céréales, le blé, etc. C'est vrai que ce sont des meilleurs sucres aussi parce que ce sont des sucres lents et qui vont mettre plus de temps à être digérés. Donc l'énergie que l'on va obtenir va être plus longue dans la distance. Mais pour ceux qui aiment bien le petit côté sucré dans la bouche, c'est pas sucré le riz. Bon. Mais on peut retrouver cette douceur de la vie dont on a parlé dans les fruits. Et varier les fruits, il n'y a pas qu'un seul fruit, il y en a beaucoup. Et les textures et les couleurs sont différentes. Et varier les fruits, mais mangez-en beaucoup. C'est vraiment là une très bonne source de sucre pour notre corps. Et puis si vous aimez les desserts, que vous voulez faire des desserts, personne ne vous en empêche. Vous pouvez manger des gâteaux, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais sucrez-les au bon sucre. Sucrez-les au sucre naturel. Sucrez-les avec des fruits. Sucrez-les en fructose. Vous pouvez faire une tarte aux pommes. La pomme en elle-même, si vous mettez une pomme dans un four, par exemple, et même faites l'expérience, prenez une poire,
prenez des poires, mettez les poires au four sans rien, absolument rien, ni eau, ni quoi que ce soit. Vous laissez quelques minutes, une vingtaine de minutes, et que vous allez voir ce qui va ressortir. La poire va fondre et c'est du sucre qu'il va y avoir dedans. Ça veut dire qu'il y a réellement du sucre et c'est vraiment réellement sucré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous faites un dessert, nous allons peut-être, si on a le temps plus tard, à la fin de cette série, vous donner quelques conseils pratiques de recettes, par exemple, qu'on peut faire de manière sainement, manger sans augmenter son hypoglycémie ou quoi que ce soit, sans se rendre malade, tout en mangeant des desserts. Je mange des desserts. Pourtant, j'ai été diabétique, je ne le suis plus et mon taux de sucre, il va bien, je n'ai aucun problème. Et pourtant, je mange des desserts. Manger un dessert, ça ne veut pas dire en mettre des tonnes de sucre rapide, du sucre blanc, etc. On peut tout à fait bien faire un dessert qui a un très bon goût sans y mettre de sucre rapide en utilisant des fruits. Si on mange une tarte aux pommes, la tarte aux pommes, elle n'a pas besoin d'en mettre du sucre parce que la pomme a du sucre dans la pomme, etc. Donc, nous allons pouvoir vous donner un peu plus de conseils là-dessus. Moi, je vous conseille de faire vos recherches, elle l'a dit Cindy tout à l'heure, de faire confiance à ce Dieu créateur. Il est là, il est tout prêt à vous aider. Priez-le. Je vous ai promis la dernière fois, je prierai pour vous et priez aussi pour nous. Et en priant, le Seigneur descend jusqu'à vous et dit, voilà mon enfant, voilà comment il faut faire. Ce sucre-là n'est pas bon pour toi, celui-là est bon pour toi. Je vais t'aider à agencer, à faire des choses. Il y a des multiples recettes qui existent pour pouvoir manger les petites choses de la douceur de la vie dont je parlais tout à l'heure, qui sont douces, des choses qui sont douces au palais, ces choses qui mettent un baume sur le cœur. On peut en manger tout en restant en bonne santé. On peut en manger en cherchant la bonne combinaison. On peut en manger en cherchant les bons produits dans la nature, parmi les choses que le Dieu créateur a créées et rester en bonne santé et en pleine forme. Alors, je vous encourage dans votre démarche, je vous encourage dans vos recherches. Cherchez, il n'y a rien de tel que la recherche. Moi, j'ai commencé ma réforme alimentaire il y a 12 ans maintenant. Et depuis, je n'ai jamais cessé de chercher. Je suis toujours en recherche de nouvelles choses. Comment équilibrer ça? Comment enlever? Qu'est-ce qu'il faut enlever? Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Etc. On est en perpétuelle recherche. Mais cela fait du bien à notre corps. Alors, je vous souhaite que votre corps aille au mieux de votre forme et que vous continuez à faire confiance à ce Dieu créateur qui, lui, a créé ce corps dont vous avez l'usufruit et qui vous a demandé de garder en pleine forme et en pleine santé. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toi, Cindy, pour ces questions. Et à bientôt. À bientôt.